Depuis mars 1951, date de la fondation de cette île et après plusieurs fusions de municipalités, la ville devient rapidement le centre économique de la Côte-Nord. Exploitation minière, aluminerie, sans oublier son activité portuaire qui propulse cette île comme un pôle majeur de la région. La ville attire ainsi de nouveaux citoyens venus du Québec, mais aussi d'ailleurs dans le monde, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Dans cette deuxième partie, vous découvrirez 3 histoires. Celle de Yvette Saint-Onge, tuée un jour de septembre 1978. Sisavan Sidavan, retrouvée sans vie sous 2 pieds de terre en juillet 1981. Et Cindy Peddle, disparue en août 1993. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Quand Michel Lambert m'a demandé de l'aider pour le meurtre de sa mère, j'étais un peu contente parce qu'à ce moment-là, j'étais encore un peu plongée dans cette île. Ça fait vraiment des années, dans le fond, que je suis plongée dans cette île parce que, dans le fond, j'avais creusé dans l'histoire d'un autre meurtre à cette île qui est survenu 1 an après celui de Nora Lavallée. C'était le meurtre de Yvette Saint-Onge qui est survenu en 1978 à cette île le 24 septembre. Pourquoi que j'en étais là? C'est parce que, dans le fond, je suivais la trace d'un meurtrier qui avait tué dans le même temps qu'une célèbre affaire qui s'est passée au Québec en Gaspésie. C'était l'affaire de Wilbert Coffin, qui a été condamné à mort pour le meurtre de 3 chasseurs américains. Mm-hmm. Ça a été tout un procès qui a même eu une commission d'enquête après, en 64, tout ça. Mais le même soir, la même nuit, admettons, la même journée, en fait, qui ont retrouvé les corps de 2 des 3 chasseurs qui dans le fond, étaient les corps qui prouvaient vraiment qu'il y avait eu meurtre. Parce qu'on ne savait pas s'ils s'étaient perdus à l'époque. Ils ont été mangés par les ours. Ils ont tué. Ouais. Il y avait toutes sortes de... On n'était pas certain, en fait, qu'il y avait eu meurtre. Mais là, les corps ont été retrouvés là, le 23 juillet 1953. Et dans cette nuit-là, la nuit du 23 au 24 juillet, il y a un autre homme qui a été tué dans la baie des Chaleurs à New-Richmond. M. Edgar Audet, qui a été tué. Dans le fond, ça m'avait interpellée parce que je cherchais sur l'affaire Coffin. Puis cet homme-là a été tué sous les yeux de son fils de 11 ans. C'était vraiment quelque chose qui m'avait interpellée parce que, bien évidemment, c'était cruel. Tu sais, c'était... Et puis, en plus, il y avait une photo de l'enfant dans le journal. Puis il y avait comme un regard tellement brave, le petit garçon sur la photo qui se tient la ceinture, tout ça, tu sais, en sépia, tout le temps... Puis j'ai comme été interpellée. Puis en creusant cette histoire-là, je me suis rendu compte qu'elle m'intéressait vraiment. C'était un de mes premiers gros coups de cœur pour une affaire qui était plus historique. Là, on s'entend 53, on n'est pas extrêmement loin dans le temps, mais quand même, tu sais. Puis, dans le fond, c'est ça, j'avais adoré, si on peut dire, creuser dans cette affaire-là parce que c'était un meurtre que je trouvais qu'il y avait eu beaucoup de manipulation sur un enfant d'11 ans. Où ce que vraiment, là, il y avait des anomalies que, qui étaient choquantes. Il y avait beaucoup de choses. Puis, je me suis mis un peu sur la trace de Tracy Boudreau, qui avait tué Edgar Audet, à savoir que s'est-il passé. J'avais une curiosité insatiable sur, mais il est où, lui? C'est quoi qui s'est passé? Comme, pour faire ça à un enfant, tu sais, il a menacé. Il a fait un acte de lâcheté qui était, tu sais, Edgar Audet dormait là, quand il l'a achevé à coups de bâton. L'enfant qui suppliait d'arrêter. Tu sais, c'était vraiment l'horreur, là. Puis c'est autant que ça venait me chercher, que ça m'a fait faire des mauvais rêves, qu'on dirait que dans ce temps-là, justement, on dirait qu'il faut que je combatte, que j'aille au bout de cette affaire-là, parce que je sais que ma curiosité
et qui n'est pas une curiosité malsaine, on s'entend, là, c'est une curiosité de voir qu'est-ce qui s'est passé. Il y a un petit côté, tu sais, aussi, c'est quoi les procédures à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en 53 quand il arrive une affaire comme ça? Et c'était vraiment très choquant. Donc, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il a été incarcéré. Lui, il avait eu son procès au mois d'octobre 1953 pour le meurtre d'Edgar Audet. Et puis, finalement, il est entré, il y a eu meurtre involontaire. Et puis, il a fait 6 ans et demi de prison environ. Il est sorti, il avait eu 30 ans. Puis il est sorti 6 ans et demi plus tard, soit la première année où il y a eu la commission des libérations conditionnelles, où il y avait eu beaucoup de détenus qui ont eu le droit de sortir, mais que ça a été... ils ont avoué même par après, là, entre les lignes, c'était plus dans les articles de journaux, là, qu'il y avait eu beaucoup de récidives quand même. Mais là, comment on peut passer de 30 ans à 6 ans? Tu sais, parce qu'à la limite, être libéré au 3 tiers de la quarts... peine, ça existait même le tiers, je pense, dans ce temps-là, là, j'avais vérifié, mais je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Il y a aussi tout le comportement en prison. J'ai aucune idée. Mais c'était en effet choquant. On dit ça, mais ça arrive assez régulièrement. Là, il faut bien le dire, là, ce genre de choses. Mais moi, ça m'atterre à chaque fois. Là. Surtout que la peine de mort existait encore. Fait que là, tu dis, pourtant, c'était sévère. Un crime sauvage, quand même. Assez sauvage. Oui, c'est ça. Donc, puis finalement, pour me rendre compte dans les articles de journaux que Tracy Boudreau, qui a un nom un nom qui n'est pas très commun en plus, revient dans les journaux en 1978 pour ce meurtre-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a tué sa blonde. C'était pas sa femme, c'était sa blonde, Yvette Saint-Onge. Au mois de septembre 1978, ça s'est passé dans un petit multiplex sur la rue Cartier, à Sept-Îles. Dans le fond, ce que j'ai pu voir en plus dans le dossier, parce que quand on m'a envoyé l'enquête du coroner d'Yvette Saint-Onge, il y avait, des fois on a des petites perles comme ça, carrément le plumitif criminel de Tracy, entre-temps, avec ses alias, mais c'était pas vraiment des alias, c'était plus des façons d'écrire Boudreau différemment, ou Tracy, Tracy, ou lui Tracy, Ouais. Mais on voyait que, malgré qu'il est en libération conditionnelle, il y avait vol, recel, déguisement dans le but de voler, voie de fait, conduite avec faculté affaiblie, mais avec multirécidive, conduite pendant la suspension de son permis avec multirécidive. C'était pas commun, là. C'est parce que là, il ne se comporte pas bien là, pendant sa libération. Qu'est-ce que ça veut dire, conditionnel rendu là? Si tu es en libération conditionnelle, mais que tu te permets encore d'avoir des activités criminelles et sans véritablement de conséquences très graves, arrête-moi si je me trompe, mais je trouve que c'est assez hallucinant, là, tu sais, que quelqu'un, qu'on libère quelqu'un en libération conditionnelle, sous condition, c'est une chose, mais qu'il continue de voler, d'avoir des activités, encore une fois, criminelles, je trouve ça hallucinant. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est ce qui s'est passé, c'est que dans le fond, sa blonde de 34 ans, sa conjointe, en fait, il restait dans un multiplex. Il appelait ça une maison de chambre dans ce temps-là, mais là, il faut faire attention, c'est pas la même signification que maison de chambre des années 50 dans le Red Light. Là. Je pense que ce qu'il voulait dire par là, c'est un peu comme une espèce de... Mais je me trompe peut-être, mais je pense que c'était comme une espèce de petite commune. Comme un endroit où de la façon que c'est décrit dans l'enquête du coroner, c'est comme un petit bloc appartement où toutes les portes sont ouvertes. Tu sais, comme si on était dans un petit centre de transition, où je sais pas un centre de transition, mais un endroit là, comme un centre d'accueil un peu, où tu sais, on a plusieurs appartements, mais conjoints ensemble, tu sais, qui communiquent. Mais bon, ça, je suis pas nécessairement certaine. Donc, ce qui s'est passé, il se chicane avec sa conjointe et décide d'y donner une leçon, de la battre, finalement. Sauf qu'il va beaucoup trop loin parce que Yvette va avoir 11 lacérations au visage, à la tête, va avoir perdu 2 dents qu'on retrouve dans son sang sur le sol. Et ce qui est le plus sadique dans ça, c'est qu'il n'y a pas eu d'objet tranchant. Elle n'a pas été poignardée ni rien. Et son décès, c'est qu'elle est décédée au bout de son sang. Elle est décédée au bout de son sang, mais à coups de poing, à coups de pied. Tu sais, c'est vraiment... parce que ce qu'on dit, c'est que Tracy Boudreau est continué à aller jouer aux cartes dans l'appartement à côté. Puis Yvette Saint-Onge, nue, complètement ensanglantée, agonisante, j'imagine. Elle avait je pense pas qu'elle avait une fracture du crâne, mais en tout cas, c'était vraiment, là, l'autopsie, c'était pas beau, là. Donc, il l'a battue, puis à un moment donné, il a décidé qu'il était tanné. Il l'a laissé mourir comme ça dans son coin, et puis il est parti. Oui, elle avait eu sa leçon. J'imagine, elle l'avait mérité. Hein? C'est ça, oui. Dans l'enquête du coroner, on a même une femme... Un charmant personnage.
Oui, c'est ça, avec beaucoup de bravoure. Ouais. Depuis le début, hein, il y a de la bravoure depuis le jour 1. Fait que c'est ça. Donc, il y a une femme, d'ailleurs, la blonde ou la femme d'un autre, disons, colocataire, si on peut dire, ou locataire du logement, disait qu'elle avait peur de Tracy Boudreau parce qu'une fois, il l'avait giflé en plein visage pour, tu sais, juste pour, tu sais, genre de personne que, tu sais, une fille va, tu sais, une fille, peut-être un homme aussi, je dis ça, mais là, c'était une femme à ce moment-là, aurait dit un petit mot plus haut que l'autre ou aurait dit de quoi qui n'est pas d'accord, puis c'était une grosse gifle en plein visage. Puis elle dit que depuis ce temps-là, plus jamais qu'elle, tu sais, c'était de toujours dire blanc si Tracy disait blanc. Là, tu sais, on s'entend là parce qu'il était comme épeurant, mais épeurant dans sa façon d'être, disons, impulsif. Puis ça, c'est ce que... Oui, il ne maîtrisait pas ses émotions, puis c'est ça. Quand il y a quelque chose qui ne lui faisait pas son affaire, il décidait de se battre avec la personne, puis... C'est ça. Donc là, c'est ce qui s'est passé, mais quand ils se sont rendus compte que Yvette était décédée, ils ont appelé eux-mêmes l'ambulance. Puis Tracy n'a pas réussi à se défiler, là. Il s'est rendu assez vite, mais tu sais, là, je vais émettre vraiment quelque chose de subjectif. Je pense que c'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte, là, Tracy Boudreau. Là. C'était pas le plus brillant. Quand on l'entend dans ses réponses dans l'enquête du coroner, tout ça, d'abord, il a essayé de dire que sa blonde, il n'a pas touché pantoute, c'est juste parce qu'elle était saoule puis qu'elle s'est cognée la tête sur un coffre, tu sais, un coffre en bois. Il y avait 2 dents à terre. Là, ben, c'est ça. Elle a dû se cogner à plusieurs reprises, a priori. Ça s'appelle se cogner sur un papier-temps. Fait que, à un moment donné, il y a des limites. Mais c'est ça, on voit que, OK, il peut avoir le stress, mais en même temps, ça ne brillait pas, là, les réponses qu'il donnait. Puis, donc, il a été tout de suite, l'enquête du coroner, il a été tout de suite criminellement responsable. Avec personne d'autre de criminellement responsable, on voyait que apparemment les autres étaient plus... Tu sais, Tracy devait être l'espèce de tête brûlée, qu'on pourrait dire, entre guillemets, là, de personne impulsive, là, qu'on essaie de pas trop primer, là, tu sais. Loose cannon. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui s'est passé. Puis finalement, bon, il a obtenu une perpétuité quand même. Hein? Homicide involontaire, comme Marcel Lambert, mais celui-ci, perpétuité. Il faut dire qu'il a tout de suite avoué, quoique Marcel aussi. Oui. Mais bon, tu sais, ça, je ne suis pas spécialiste en droit, fait que c'est des procès, puis on n'a pas accès à tout, tu sais. Dans ce cas-ci, dans Tracy, j'ai seulement l'enquête du coroner et une demande en appel. Mais est-ce que dans ce cas-là, son passé... son dossier criminel, dans le fond, n'a pas joué en sa défaveur. Il y a des bonnes chances, oui, en effet, parce qu'on avait une récidive, c'est vrai. C'est il y avait ça, parce que c'était même relaté dans le Photopolis. Ouais. Donc, c'est sûr qu'on avait une récidive en plus, là, puis surtout une récidive même de criminalité entre les deux. C'est ça. Donc, après ça, on leur retrouve tout ça parce qu'il y a un certain Pierre Labbé qui vivait à cette île qui a décidé qu'il allait voir l'avocat de Tracy et qui dit, ben écoutez, moi, il faut que je vous dise quelque chose, c'est que Tracy, c'est pas lui qui a tué Yvette. Et là, l'avocat, comment ça se fait? Il dit, ben c'est parce que moi, j'ai pas osé le dire, mais il dit, ce soir-là, je suis rentrée dans le petit bloc appartement et j'ai vu un tel, là, je vous dirais le nom, peu importe, de toute façon, c'est pas quelqu'un qui a été incarcéré pour ça, qui finalement traînait le corps d'Yvette et moi, je suis certain que c'est lui. Fait que là, il dit, ah ouais, tu sais, puis il dit, ben oui, il dit, moi, je pense que c'est ça. Et puis là, il dit... comment ça se fait que tu as su ça de bord? Comment ça fait que tu viens nous voir aussi tard? Il dit, ben c'est parce que moi, j'ai rencontré un gars, il dit, j'étais en Bessic, tu sais, puis je rencontre un gars, il s'appelle Darcy. Fait qu'il dit, c'est le frère à Tracy Boudreau. Fait qu'il dit, puis c'est vrai, Tracy Boudreau a un frère qui s'appelle Darcy, qui d'ailleurs, il y a toutes sortes de spéculations par rapport à l'histoire de 53, mais c'est bon. Et Darcy restait en effet à cette île aussi. Toute la famille avait déménagé, plusieurs membres de la famille pour l'Iron. Puis là, Darcy aurait dit, va leur dire à la police, va voir l'avocat pour leur dire ça, que tu as vu un tel qui traînait le corps d'Yvette. Mais, fait que là, il dit, mais c'est qui ça, Darcy? Ben, il dit, je le connais pas, il dit, je l'ai rencontré en vélo. Ah, OK, fait que toi, tu rencontres un gars en vélo que tu connais pas, mais ça tombe sur le sujet que tu as vu le corps de... Tu sais, c'était du grand n'importe quoi. Et bon, son témoignage était absolument pas crédible et qui plus est, c'est un peu triste d'une certaine façon, c'est que devant le juge, quand il est allé en appel, ils ont dit, OK, tu as signé un affidavit, mais c'est quoi qui est écrit là-dedans? Puis là, Pierre Labbé, il a dit, ben, il savait pas quoi dire. Il dit, est-ce que tu sais lire? Puis non, je sais pas lire. Donc, il avait signé un affidavit alors qu'il était analphabète, puis il savait pas lire. Puis là, il disait, mais j'ai juste une 2e année ou quelque chose comme ça. Tu sais, c'était un monsieur qui avait pas eu beaucoup de chance. Et en plus, c'était un monsieur qui avait fait de la prison de 62 à 74 pour un double meurtre qu'il avait fait sur une réserve indienne à Betty-Amite. Il avait tué un homme et une femme à coups de ronds de poils. OK? C'est vraiment les ronds de poils en fonte, là, tu sais, les poils d'époque.
C'était assez intense. Donc, tu sais, sa crédibilité en mangeait un coup aussi. Ça n'a pas fonctionné. Par contre, Tracey Boudreau, avec son avocat, a réussi à retourner en appel en 83 pour un changement de meurtre involontaire à meurtre au 2e degré. Pour faire un changement, parce que bon, là, je ne sais pas trop là, comment est-ce qu'il pouvait... puis aussi, je pense que son avocat a plaidé qu'il n'y avait pas eu... ça avait été un peu injuste, le traitement médiatique, ou en tout cas, je ne me rappelle plus trop exactement quoi, mais il a quand même réussi à avoir sa sentence à vie réduite pour 5 ans. Wow. Donc, il y a eu une première condamnation où il a eu une sentence réduite à 6 ans, libération conditionnelle, et une perpétuité qui s'est finalement convertie en 5 ans de prison ferme. Exactement. Puis, donc, pour 2 meurtres, plus que ça même, il a fait 11 ans de prison. Oui, c'est ça. Puis ensuite, si on regarde son primitif criminel, je le retrouve dans les coins de Sorel, mais en campagne, un petit peu sa rive sud, pour des arrestations sur des chefs de stupéfiants. Okay. Je pense pour avoir transporté des plants de marijuana. Je ne suis pas certaine, là, parce que c'est pas évident. Des fois, ils sont très larges, là, puis c'est ça. Et donc, puis après ça, je ne le retrouve plus nulle part. J'ai même pensé qu'il pouvait être encore vivant, mais il est nulle part. Il est nulle part. Même en nécrologie, ses frères et sœurs, il n'en fait même pas partie. Quand quelqu'un décédait... fait que je ne peux pas savoir si c'était écrit Feu Tracey ou pas. Fierté de la famille, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je pouvais pas voir parce que des fois, c'est comme ça que je peux savoir s'il va être écrit Laisse dans le deuil, Feu Tracey. Ben là, je sais qu'il est décédé. Là, j'avais rien. Puis j'avais comme un feeling qu'il était peut-être vivant. Et là, c'est la semaine passée, c'est drôle, hein, que je sais pas, j'ai décidé de refouiller. Et j'ai trouvé en généalogie, mais c'est pas béton là, comme information, mais j'ai vu qu'il serait apparemment décédé en 2006. Okay. Donc, finalement, je pense que Tracey Boudreau n'est plus de ce monde, mais j'ai pas l'acte de décès. C'est pas la certitude absolue. C'est ça, c'est un arbre généalogique qui le dit, mais il n'y a aucune, pas même une petite inscription en index. Donc, mais ça se peut très bien, parce que quand même, il serait quand même rendu... assez... il y aurait, je crois, 85 ans. C'est pas si vieux que ça non plus. C'était très possible qu'ils soient encore vivants, mais... oui, c'est possible. Mais moi, l'affaire où... excuse-moi de revenir là-dessus, là, mais j'en reviens pas, c'est s'il avait écopé... S'il avait fait vraiment son 30 ans de prison, la première fois, Yvette Saint-Onge serait vivante. C'est ça. Oui. Puis il y aurait probablement moins de voitures brisées dans le caniveau aussi, hein, on s'entend, parce que souvent, quand il a été arrêté, d'après moi, c'était des accidents. Il était... En tout cas, une chose est sûre, c'est que des chefs d'accusation de code de route là, criminels, là, il y en avait plusieurs. Puis j'ai trouvé aussi des avis de saisie, beaucoup à cette île où il restait. Quelqu'un qui avait un passé... Tu sais, outre les 2 meurtres, c'était pas des grosses... On n'avait pas tant d'affaires que ça. Mais il n'a jamais été en réhabilitation, vraiment, cet homme-là, d'après moi. Là. D'après moi, est-ce qu'il était réhabilitable? C'est ça aussi la question qu'on pourrait se poser. Oui, c'est ça, parce que là, je me rappelle que dans les articles sur la Commission des libérations conditionnelles en 60, quand il a été libéré, et ça, ce qui était spécial, c'est qu'une des 5 personnes qui étaient dans le conseil de ça, qui devait s'entendre à l'unanimité pour libérer des détenus, il y en a un des 2, c'était le procureur de la Couronne pour le meurtre de Edgar Audet sous les yeux de son petit garçon. Donc, il savait très bien c'était qui, Tracey Boudreau. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il l'haïsse, il faut qu'il soit impartial, je comprends. Exactement, oui. Sauf que tu sais à qui t'as affaire, puis là, puis il sort après un meurtre comme ça. Souvent, ceux qui sortaient, c'était pour d'autres sortes de délits, pour des vols, tu sais, pour des fraudes, mais un meurtre comme ça... c'était quand même quelque chose. Puis en plus, je me rappelle que c'était dit dans les journaux que si les gens récidivaient, c'était de la faute à la société qui était trop hermétiquement fermée à ces gens-là. Mais en même temps, fallait quand même que ce soit des personnes qui soient réhabilitables. Tu sais, c'est correct de croire en la réhabilitation, mais à un moment donné, tu sais... Quelqu'un qui réagit comme il a réagi, mettons, s'il se retrouve en face de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui puis qui le gifle, déjà en partant, on se demande comment on peut réhabiliter ce genre de personnage qui surréagit, est impulsif dans certaines circonstances quand ça ne lui fait pas son affaire. Non, c'est ça. Puis tu sais, je rappelle qu'on est en 2 dimensions. Hein? Peut-être que Tracey Boudreau, tu sais, des fois, il y avait, je ne sais pas moi, des super bons côtés puis des qualités. Ah oui.
j'en vois pas, je les cherche pas. Sauf que, tu sais, on a toujours le portrait, quand tu sais, dans notre génération à nous, qu'on regarde des vieilles affaires comme ça, puis qu'on a juste du papier, puis quelques témoignages. Dans ce cas-ci, j'en ai pas vraiment beaucoup parce que c'est en Gaspésie en plus, tout ça. Les gens de cette île, j'ai jamais réussi à parler à quelqu'un de cette île qui a connu Tracy Boudreau, en tout cas, pas jusqu'à maintenant. Puis, tu sais, peut-être qu'il pouvait être un super bon vivant à d'autres moments, mais l'impression que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui en a arraché tout le temps puis qui en a fait arracher aux gens autour de lui. C'est ma façon de voir les choses parce que je l'ai tellement étudié, là, lui, là, que je peux le mettre en hologramme quasiment, là, tu sais, mais malheureusement, je pense qu'on le connaîtra jamais, puis tant mieux d'un sens, mais ce que j'aurais aimé, c'est en savoir peut-être plus sur, je sais pas, sur on dirait que c'est comme j'ai tellement étudié tous ces cas-là par rapport à Tracy Boudreau, mais jamais vraiment pu parler à des gens. C'est comme si c'est ça, j'ai pas assez de... Pas assez de recul. J'ai pas assez de, c'est ça, de recul ou de dimension dans l'affaire. Nous sommes cette fois début des années 80. En fait, on parle d'une disparition d'une jeune Laotienne âgée de 18 ans qui n'a pas été revue depuis le 21 juillet 1981. Il a fallu près de 5 semaines avant de retrouver son corps. La police a assez rapidement arrêté un individu puisque ce qui s'est produit dans le cas de cette Laotienne qui s'appelle Sisavan Sidavan, c'est qu'elle était partie faire du ménage chez une personne et donc sa famille était bien au courant qu'elle était partie et ne la voyant pas revenir, eh bien, elle était donc recherchée par la police et dans les premiers temps, évidemment, les policiers ont été voir la personne chez qui elle était supposée faire du ménage. Faute de preuves, puisque évidemment la personne, Sisavan avait complètement disparu, pas de traces. Le suspect qui avait été arrêté dans un premier temps, lui a juste mentionné aux policiers qu'il devait faire une course, enfin qu'il devait quitter et qu'il avait laissé la jeune Laotienne faire son ménage chez lui. Et quand il était revenu, Sisavan était parti. Et donc, disparition quand même très suspecte, puisque les parents, la famille de Sisavan, avaient bien dit aux policiers qu'il était fort peu probable qu'elle ait fugué. C'était une fille qui était très craintive, qui avait également vécu pas mal de drames dans sa jeunesse, puisque cette Laotienne avait été enfermée dans des camps d'internement vietnamiens avant son arrivée au Québec, son arrivée qui datait d'ailleurs de quelques mois seulement. Il venait de s'installer, la famille de Sisavan venait de s'installer à cette île. Et donc, c'est comme ça que cette histoire a commencé. C'est d'après les policiers, d'après ce que l'on a pu voir dans les articles de presse de l'époque, ça a été une opération extrêmement de grande envergure. Selon les policiers, c'était même la plus grande opération jamais faite de recherche au Québec, puisqu'il y a eu des chiens qui ont été déployés, des hélicoptères également, dans le but de rechercher le Sisavan. Oui, et puis finalement, c'est ça, elle a été retrouvée le 30 août suivant, son corps. Son rapport d'autopsie n'indiquait pas d'évidence de viol, mais Sisavan avait été battue et elle avait un minimum de 3 fractures du crâne, ce qui était quand même important. Oui. Mort d'une violence assez inouïe. On voulait la tuer, hein, visiblement. Des fractures du crâne, ça prend beaucoup de force. Les blessures avaient été faites avec une barre de fer et une bouteille de vitre. C'est ce qui avait été déterminé par le rapport d'autopsie. Le suspect qui a été finalement arrêté dans un deuxième temps, lui, ce qu'on pourrait dire, c'est que son témoignage ne tenait pas. Mm-hmm. Lorsqu'il a prétendu être parti alors que Sisavan était encore en train de faire le ménage chez eux. D'ailleurs, en passant, le suspect qui a été arrêté était au chômage.
et qu'on savait, d'après les informations tirées par la police, que c'est sa mère qui s'occupait du ménage chez eux. Alors, pourquoi aurait-il eu besoin d'une femme de ménage alors que sa mère s'en occupait déjà? Ça, c'est un premier point qui n'allait pas en sa faveur. Ensuite, finalement, il a fini par reconnaître que après un blackout, il s'est réveillé et suite à la consommation de drogue et d'alcool, les mains pleines de sang. Ça nous rappelle l'affaire Lambert. Et oui, hein, assez curieusement. Il a reconnu donc avoir enterré Sid Havan avec un ami qui habitait également chez la mère du suspect. Enfin, dans le même dans c'est la là même qu'il y aurait résidence. eu le meurtre, hein, dans le sous-sol de la Tout à mère fait. du suspect. Et les deux individus ont donc été arrêtés suite à ces informations. Elle a été enterrée, dans le fond, dans un secteur boisé, entre le lac d'Aigle et le lac des Rapides. Donc, à, je crois, 2 pieds. Enterrée 2 pieds dans le sol. Donc, et curieusement, malgré tout ce temps-là, elle était encore assez bien conservée pour être capable de déterminer assez de choses, bon, pour l'époque, même si c'est 81, c'est pas... Mais quand même. L'enquête du coroner a débuté le 5 septembre 81, puis à l'issue de cette enquête-là, ben, le suspect numéro 1, lui, a été accusé de meurtre au premier degré. En fait, tenu criminellement responsable, j'imagine. C'est sûr que les journaux disaient meurtre au premier degré, mais ça a dû être pas mal plus déterminé dans les procédures ultérieures, dans le fond. Et là, c'est peut-être le temps de parler d'une personne centrale dans cette affaire, qui est la mère du suspect. Là où, effectivement, comme on l'a dit tantôt, le meurtre s'est produit dans son sous-sol. L'enquête a révélé que, en fait, cette mère de famille, qui était à l'époque, si mes souvenirs sont bons, était âgée de 51 ans. Exactement, oui. A essayé de payer carrément des témoins pour pour forger des alibis pour son fils, tout simplement. 50 $ par témoin. Hein? C'est ça. Et si ce n'était pas ça, c'était par menace aussi. Oui. On parle de menaces, là, et on parle de jusqu'à 9 personnes qui pouvaient être impliquées de près ou de loin, évidemment. Donc, elle a soudoyé des témoins avec de l'argent, avec des menaces. Il y a eu aussi la participation de certaines personnes pour nettoyer la scène de crime et donc forger des alibis pour son fils. Alors évidemment, tout ce bon monde s'est retrouvé accusé, évidemment, que ce soit pour complicité après les faits, pour homicide involontaire, pour encore une fois des complicités ou entraves à la justice. Oui, c'est ça. Parjure, dans le fond, à certains moments. Ouais. Oui, puis donc c'est ça, le suspect numéro 1, dans le fond, celui qui serait... comment dire? Le meurtrier. C'est ça, exactement. Il a été condamné à vie pour homicide involontaire le 3 juin 1982. Tandis que celui qui l'a aidé à enterrer le corps, lui aurait obtenu, qui avait aussi 51 ans, tout comme la mère de ce suspect, aurait obtenu une sentence de 2 ans moins un jour. Oui. Ce qui est quand même... oui, c'est ça. C'est le bout le plus choquant, je pense, c'est les sentences et les... disons... ce qu'ont dû subir toutes ces personnes-là pour ce crime-là qui a été commis. OK, on comprend qu'il y en a qui ont peut-être été soudoyés par la crainte, mais ça fait beaucoup de personnes au courant. On a 5 semaines de silence de la part de ces personnes-là. Et puis la mère, moi ce qui m'a profondément choqué, c'est que la mère qui justement était, à la limite on peut comprendre, comme tu l'expliques très bien, par peur, il y a des gens qui décident de garder le silence, il y a une crainte, il y a peut-être, comment dire, c'est ça, ils ont peur pour, on ne sait pas trop quoi, mais ils ont peur, ça peut se comprendre. Mais la mère finalement a été jugée et a été condamnée à 2 ans moins un jour avec sursis. C'est-à-dire qu'elle n'a même pas fait de prison ferme et qu'elle a été uniquement condamnée à 150 heures de travaux communautaires. Oui, tu sais, je trouve ça... c'est quelque chose. Les travaux communautaires, on voit ça pour, admettons, de la délinquance juvénile. Exactement. Ce qui est spécial aussi, puis peut-être qui a contribué à ça malheureusement, c'est qu'aucune des personnes
dans ces soi-disant 9 personnes, on ne sait plus combien, hein, ça dépend, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on s'appuie plus sur des articles de journaux. Hein, on le nomme parce que, dans le fond, là, on est à distance, puis on ne peut pas avoir accès à tout par rapport à cette île, mais ultérieurement, on verra. Mais c'est qu'aucune de ces personnes n'avait de casier judiciaire, sauf le suspect numéro 1 qui a été inculpé, qui, lui, avait déjà eu une plainte pour viol, mais que cette plainte-là avait été retirée. OK. Mais bon, c'est ça qu'on avait comme passé pour lui. Il y a aussi que par rapport à tous ces complices-là, là, comme je dis, de près ou de loin, le dernier qu'on peut voir, là, c'est une qui a été accusée, là, disons, de complicité. Ça s'est passé, dans le fond, en 1985 pour son procès, puis elle a finalement été acquittée complètement. Il n'y a pas eu... on ne sait pas non plus là, exactement en termes de quoi cette personne-là, de toute façon, avait été impliquée. 85 aussi, ça en dit beaucoup sur les délais... par rapport à la justice, hein, parce que les faits ont, encore une fois, je le rappelle, ont eu lieu en 1981, et puis, dans le fond, la dernière personne à être jugée, ça s'est produit en 1985. Oui. C'est pas mal de temps après. Hein. Et dernière procédure que je peux voir là, à travers cette affaire-là, c'est qu'en 1986, le suspect numéro 1, qui était emprisonné encore, revenait à la charge parce qu'il voulait aller en appel de sa sentence avec Maître de Beaucommandy, qui était le même avocat à cette île que dans l'affaire Boudreau pour Yvette Saint-Onge. Et c'est Maître Babin pour la Couronne qui avait laissé sous-entendre que lui allait s'y opposer avec vigueur. Il n'était pas du tout d'accord avec ça. Et d'ailleurs, je ne retrace absolument aucun dossier d'appel, ni dans les journaux, ni sur Socige, parce que sur Socige en ligne, pour ce qui est des cours d'appel aux criminels, on a d'habitude quelque chose, surtout pour 86, 87. Il me semble qu'on serait supposé de l'avoir, mais je n'ai pas demandé, parce que là, 86, 87, d'après moi, ce sera au Palais de justice de cette île, ou encore là, non plus de Québec, puisque c'est une cour d'appel. Mais je pense que finalement, il a décidé de ne pas aller en appel. Mais son plumitif criminel que j'ai retracé m'indique quand même qu'il y a eu des infractions là, quand même en 2006 et en 2009. D'accord. C'est le même individu, même date de naissance. Donc, c'est ça. Donc, c'était pas des infractions non plus. Je pense pas que c'était de voie de fait, tout ça, mais quand même, il a été libéré entre-temps, là, certainement. J'aimerais ça parler d'une disparition qui est survenue à cette île, dans le fond, parce que c'est une auditrice de l'affaire Lambert qui m'avait écrit, parce que, bon, évidemment, les gens de cette île, ils nous répondaient beaucoup, puis il y en a qui nous parlaient de d'autres cas, qui nous mettaient sur la piste de d'autres cas, qui voulaient qu'on regarde. Puis, c'est une disparition, dans le fond, qui n'a pas été très médiatisée, dans le sens où on n'a pas grand-chose qui ressorte sur les archives. Il s'agit de la disparition de Cindy Peddle, 29 ans, qui est disparue le 24 août 1993 de la rue Humphrey à cette île entre 20h et 21h. Ce serait la dernière fois qu'elle aurait été vue. Elle portait des jeans délavés, un T-shirt rouge ou rose. Elle avait les cheveux teints en blond. Elle mesurait 5 pieds 7 et pesait 125 livres. Ce qui est un petit peu curieux dans cette disparition-là, c'est que ça revient dans le journal Le Soleil en 1996. C'est que, dans le fond, Cindy Peddle aurait été revue par des personnes qui la connaissaient. Ça, c'est intriguant, hein, d'ailleurs. C'est ça. C'est que là, 3 ans plus tard, le jour de la Saint-Valentin, dans un restaurant à cette île. Donc, c'est une disparition que, bon, on n'a pas... C'est très rapide, là. C'est ça l'histoire. On n'a pas grand-chose d'autre. Il y a déjà eu, je crois, un groupe Facebook à la mémoire de Cindy Peddle, mais là, on ne le retrouve pas. Hein, on n'a pas... T'as cherché, Jean-Philippe? Oui, et puis, s'il y en a d'autres, s'il y a des personnes qui ont des informations sur d'éventuelles pages ou groupes ou des différentes actions qui sont faites pour la recherche de Cindy Peddle, il ne faut pas hésiter à nous les rapporter. Nous, de toute façon, de notre côté, comme c'est le cas pour toutes nos affaires, on va mettre la photo des articles concernant Cindy Peddle, même si, comme tu l'as très bien dit, il y a pas énormément ça n'a pas été énormément médiatisé, malheureusement, parce qu'on parle quand même d'une jeune fille de 29 ans qui est disparue.
dont on n'a plus de traces aujourd'hui encore. Donc, on va mettre les articles comme toujours sur le site retrocrime.com. Il y aura un lien également sur la page Facebook de Rétrocrime. Oui, et merci encore aux auditeurs qui nous mettent sur des pistes à extrapoler comme ça. C'est toujours intéressant de pouvoir aider. Ceci conclut notre série d'épisodes consacrée à cette île. Il s'agissait d'effectuer un survol de 6 affaires réparties sur 3 décennies qui ont touché et parfois même secoué la région de la Côte-Nord. Nous espérons que vous avez eu autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu à préparer cette série. Et si l'une de ces histoires vous a donné envie d'en savoir un peu plus, ou si vous aimeriez qu'on approfondisse l'une d'elles dans un prochain épisode, faites-nous en part dans les commentaires sur la page Facebook Rétrocrime Podcast ou directement par Messenger. Et si vous pensez que votre région serait un bon sujet pour une prochaine série, n'hésitez pas non plus à nous en parler et à nous suggérer quelques affaires. En attendant, retrouvez tous les liens utiles ainsi que toutes nos revues de presse sur retrocrime.com. À très bientôt.